Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle on va s'intéresser au sujet des mégapixels et la résolution des capteurs plein format. En effet, sur le plein format, on a quelque chose qu'on ne trouve pas forcément sur le micro 4/3, sur le APS-C ou même sur le moyen format. C'est-à-dire qu'en plein format, on va avoir pour la même taille de capteur des résolutions qui sont complètement différentes. D'un côté, on va trouver des capteurs qui ont aussi peu de mégapixels que 12, et à l'autre extrême, on va aller jusqu'à 61 millions de pixels avec le Sony A7R4. Au milieu de tout ça, on a un peu la taille standard qui est du 24 ou 26 millions de pixels. Et on a Canon qui fait sa haute résolution avec 45 millions de pixels. Donc on a 12 millions de pixels. On a le Canon R6 qui est à 20. Les Sony standards, ils sont plutôt, avec les Nikon, ils sont plutôt à 24. Les Fuji sont à 26. Le Canon R5 et le Sony A7R3, il est à 45. Et on a le Sony A7R4 à 61 millions de pixels. L'idée de cette vidéo, c'est un peu de pouvoir comparer qu'est-ce que ça change d'avoir une même photo à 12 millions de pixels ou 61 millions de pixels. Je vais vous donner mon sentiment sur à quoi ça sert, est-ce que ça se voit et quelle est l'utilité, quelle est la finalité et dans quel cas ça peut être utile selon moi, bien sûr, selon moi. Ça n'engage que moi. Donc, je suis allé sur le terrain faire une même photo avec toutes ces différentes tailles de capteurs, donc une même photo que j'ai faite du 12 à 61 millions de pixels. Donc la première des choses que je veux vous montrer, c'est un peu en termes de résolution, en termes de grandeur d'image, qu'est-ce que ça change. Donc ici, la photo que vous voyez à l'écran est une photo de 12 millions de pixels. Donc 12 millions de pixels, je vous affiche maintenant une photo de 24 millions de pixels. Donc entre 12 et 24, on a un rapport de 2, on a 2 fois plus de mégapixels. Pour certains, je sais que quand je discute avec certaines personnes, ils ont l'impression que 24 millions de pixels, c'est vraiment énormément plus grand que 12. Comme on peut voir, oui, il y a une différence, mais c'est pas non plus gigantesque. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, entre 24 et 26, j'en parle même pas. Il faut zoomer à 600% pour voir la différence de résolution entre les deux. Donc, il n'y a pas d'intérêt significatif entre 24 et 26. Je vous affiche maintenant la photo telle qu'elle est à 45 millions de pixels. Et enfin, la photo de 61 millions de pixels. Donc, si j'enlève toutes les tailles intermédiaires, vous avez au milieu la photo de 12 mégapixels et vous avez en grand la photo de 61 millions de pixels. Moi, je pense qu'au moment de regarder ces photos-là, donc c'est bien joli, là on a l'impression que la photo de 12 millions de pixels, c'est un timbre-poste, elle est absolument toute petite, mais je pense qu'il est important de se dire, de se demander à quoi ça va servir ma photo. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'ai mis longtemps à la préparer et que j'apprécierais énormément que vous preniez le temps de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous laisse avec la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de regarder des photos, c'est pas forcément de les regarder sur Photoshop et de zoomer à 1000% comme ça pour voir le pixel. Je pense que personne a ça en tête au moment de faire des photos. C'est de se dire, ma photo, comment elle va être utilisée, dans quel but. Et une des utilisations principales, c'est évidemment l'utilisation numérique pour être affichée par un ordinateur. Donc aujourd'hui, sur un ordinateur, on peut estimer que la taille maximale dont on a besoin, c'est le plein écran. Donc on peut se demander un peu quelles sont les tailles aujourd'hui d'écran et quels mégapixels un peu ils requièrent. Donc si je prends mon cas ici à la maison, j'ai préparé cette vidéo sur un iMac 5K, sur un 27 pouces. C'est probablement une des résolutions les plus grandes qu'on trouve sur le marché. On va trouver des 30 pouces, etc. Mais c'est quand même pas le plus standard. Donc sur un iMac 5K, donc qui est quand même un bel écran, un écran 5K, il fait 5120 sur 2880, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une photo de 14,7 millions de pixels pour pouvoir être affiché en plein écran. Sur mon MacBook Pro avec lequel je tourne cette vidéo, c'est un MacBook Pro 16 pouces, j'ai une résolution à l'écran de 3072 sur 1920, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une photo d'environ 6 mégapixels pour pouvoir être affiché en plein écran. Sur mon second écran qui est ici, qui est un écran 4K de la marque BenQ, il fait 3840 sur 2160. C'est-à-dire que j'ai environ une photo de 8,3 millions de pixels. Si j'ai envie de l'afficher en plein écran, c'est ce qu'il me faudra comme résolution de photo. Et enfin, j'en ai pas, mais la plupart aujourd'hui ont des écrans qui sont tout simplement 1080p, ce qui est vraiment le standard, j'ai envie de dire. 1080p, c'est 1920 sur 1080, et c'est-à-dire que pour afficher une photo en plein écran, vous devez avoir une photo de 2 millions de pixels.
Et ici, je vous fais le parallèle par rapport aux écrans d'ordinateur, mais on aurait pu parler aussi des écrans de cinéma. Les écrans d'ordinateur, vous allez les regarder à environ 50-60 cm de l'écran. Du coup, vous allez percevoir mieux la qualité et donc la résolution de votre écran. Mais si on fait le parallèle par rapport aux écrans de cinéma, il reste en France beaucoup d'écrans avec des projecteurs 1080p. C'est-à-dire que vous vous asseyez dans le fauteuil et vous regardez une vidéo de 1080p, c'est-à-dire d'une très faible résolution. La majorité des salles haut de gamme aujourd'hui ont adopté maintenant des projecteurs laser 4K, mais malgré tout, regardez la dimension d'un écran de cinéma et par rapport à la résolution 4K qui est finalement assez faible. Ça veut dire que la perception de la qualité dépend aussi de votre recul. C'est-à-dire que si vous voulez afficher votre photo en très grand, dans un écran de cinéma où on a un recul parfois de, je sais pas moi, 40-50 mètres, vous n'êtes pas choqué une fois que vous êtes reculé de 40 ou 50 mètres qu'on projette une résolution si faible que du 4K, c'est-à-dire 8 millions de pixels en photo, 8 millions de pixels sur un écran aussi immense que les salles de cinéma, et vous vous êtes jamais dit « Waouh, le film que je regarde ici, il n'est pas assez qualitatif ». Donc là, je viens de vous montrer que je suis allé sur le terrain avec les résolutions classiques, que j'ai des photos de 12 millions de pixels et des photos de 61 millions de pixels, et quand on met ça en lien avec les écrans qui vont être chargés d'afficher ces photos-là, je vous explique que si vous avez l'écran le plus standard du monde, 1080p, il faut une photo de 2 millions de pixels. Et si vous avez un écran très haute qualité, 5K, Retina, etc. de 27 pouces, il vous faut une photo de 14,7 millions de pixels. En fait, concrètement, ça veut dire que tous les mégapixels au-dessus de 15 millions de pixels, grosso modo, vous ne verrez pas trop la différence si vous affichez en plein écran, même sur un grand écran. Donc ici, en l'occurrence, certes, quand je vous la montre comme ça, c'est vrai que la photo de 12 millions de pixels, elle peut paraître petite. Mais si ici, je demande à Photoshop de m'afficher les photos à 100%, en fait, on va s'apercevoir d'un truc assez simple. C'est que la photo de 12 millions de pixels est suffisante pour remplir ici mon écran. Donc, en l'occurrence, j'ai un écran ici de MacBook Pro 16 pouces et je vous ai expliqué qu'il me fallait une taille de 6 millions de pixels pour remplir le plein écran de mon MacBook Pro. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. La photo de 61 millions de pixels, ici, vous ne la voyez pas en l'occurrence, puisque 12 millions de pixels suffisent à remplir mon écran. C'est-à-dire que si je prends mon cliché de 61 millions de pixels et que j'ai envie d'en faire un fond d'écran que je vais afficher en plein écran sur mon ordinateur, elle va être obligé d'être redimensionné. C'est-à-dire que l'affichage va être obligé de prendre les 61 millions de pixels et de vous les redimensionner à environ 8 mégapixels ici sur ce MacBook Pro 16 pouces. Et c'est comme ça que toute la journée, je vais voir ma photo. Super, je l'ai prise, j'ai payé cher pour avoir un 61 millions de pixels. Et sur mon écran, elle est affichée en 8 millions de pixels. La réalité, c'est ça. Alors peut-être qu'on peut parier que demain, on aura des écrans de 10K, de 8K, j'en sais rien, avec des qualités d'impression et de la finesse encore plus prononcées et que ces photos-là en haute résolution, elles sont prêtes pour l'avenir. Peut-être, en tout cas, ce dont je voulais vous faire prendre conscience ici, c'était que, oui, c'est vrai que la petite photo de 12 millions de pixels que vous voyez comme ça, affichée en tout petit, finalement, elle suffit à remplir mon écran. Et j'ai envie d'aller même plus loin. C'est-à-dire que quand vous prenez, et c'est quelque chose que j'ai découvert en manipulant des fichiers aussi bien du A7R4 de 61 millions de pixels ou encore pire, du Fujifilm GFX 100 avec 100 millions de pixels, au moment où vous voulez utiliser ces photos-là pour les mettre en plein écran ou les utiliser sur les réseaux sociaux, on va en parler dans 2 secondes, mais dont les mégapixels sont hyper faibles. Les réseaux sociaux, c'est des images en gros de 1 mégapixel. Vous allez vous rendre compte que quasiment ces photos-là paraissent beaucoup moins qualitatives que des photos de 5 ou de 10 millions de pixels. Tout simplement parce que le processus de réduction pour passer de 100 millions de pixels à 1 million de pixels, il est globalement assez complexe et il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi parce que si vous laissez faire ce processus de réduction à votre ordinateur ou à Facebook, derrière la photo, vous allez voir, elle va vous paraître bizarre. Et donc, quelque part, le fait d'avoir énormément de mégapixels, ça vient quelque part comme une contrainte et presque ça vous dessert au moment de partager vos photos parce que vous avez ce processus de réduction qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'il faut savoir maîtriser au risque d'avoir vos belles photos à haute résolution qui paraissent moins piquées que des photos que vous auriez prises à 12 ou à 20 mégapixels.
Donc c'est quelque chose que je voulais que vous ayez en tête. Alors parlons une seconde des réseaux sociaux. Je parle même pas d'Instagram. Aujourd'hui, la plupart des photos vont direct sur Instagram. C'est là où vous avez les tailles de photos les plus petites. On ne regarde que des timbres posts sur Instagram. Autant dire que une photo d'1 mégapixel, ça suffit largement pour poster sur Instagram. Si je regarde sur Facebook, j'ai fait un tour sur le réseau social. Facebook conseille, si vous voulez partager une photo sur un groupe ou sur votre mur, des photos de 1200 pixels x 630 pixels. 1200 x 630, ça vous fait une photo de 0,7 mégapixels pour poster sur Facebook. Autant dire que voilà, vous prenez vos photos en énorme haute résolution et au moment où vous les partagez sur les réseaux sociaux principaux, là où probablement les gens vont voir la qualité de votre photo, bah c'est une photo de même pas 1 million de pixels qu'ils sont en train de regarder. Donc la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, bah c'est un peu dur à avaler, mais tous ces millions de pixels, au moment où vous utilisez ces photos pour du numérique, c'est difficile pour les gens de le percevoir et que vous ayez un capteur finalement standard de 18, de 20 ou de 24 millions de pixels ou un capteur de 61 millions de pixels, franchement, ça fera absolument aucune différence pour un usage numérique de votre photo, que ce soit pour du plein écran, même sur de l'iMac 5K, ou pour des tailles aussi petites que du réseau social. L'autre usage que vous pouvez faire de vos photos en plus du numérique et des réseaux sociaux, du web donc, c'est évidemment le tirage photo. Alors, c'est une question qu'on va traiter dans une vidéo qui est séparée, qui va sortir dans quelques jours, qui sera probablement courte, mais pour des raisons de référencement. La question combien de mégapixels il est nécessaire pour faire quelle taille de tirage, je le fais dans une vidéo dans quelques jours. Donc, on en parlera aussi. On va maintenant regarder les photos. On va aller sur Lightroom, et donc ces photos-là, je les ai classées du moins de mégapixels. Donc ici, le Sony A7S3. Je les mets en plein écran et on va les passer les unes après les autres. Et on va s'apercevoir, hop, ici c'est le Sony A7S3. Ici je passe, on est maintenant sur le Sony A7 III 24 millions de pixels. On change, on est maintenant sur le Fujifilm X-T4 26 millions de pixels. Je change, on est maintenant sur le Canon R5 45 millions de pixels. Et je change à nouveau. On est maintenant sur le Sony A7R4, 61 millions de pixels. Je ne sais pas si vous avez vu une différence, mais comme je viens de vous l'expliquer, et j'ai tué le suspense tout de suite, c'est que mon écran ne permet en plein écran que d'afficher 5,9 millions de pixels. C'est-à-dire que ici, toutes ces photos-là affichées à plein écran, il n'y a pas de différence. Toutes ces photos, toutes ces résolutions sont suffisantes pour remplir mon écran. Donc en définitive, la seule chose que je vois ici comme différence, finalement, c'est des différences de contraste, c'est des différences de colorimétrie, c'est des différences de dynamique, c'est des différences peut-être de piqué, c'est des différences, si je fais du portrait, de bokeh. Mais sincèrement, la résolution n'impacte pas ce que je vois sur mon écran. Donc c'est la chose dont je souhaitais vous faire prendre conscience dans cette vidéo. Alors évidemment, je ne vais pas conclure cette vidéo ici et vous dire que la haute résolution ne sert strictement à rien parce que ça serait faux. J'ai voulu ici faire cette première partie en vous disant bien, bon, attention de ne pas faire un focus trop prononcé sur la résolution de votre capteur. Ce n'est pas ce qui importe le plus dans la qualité de vos photos. Que vous fassiez un usage numérique, web ou que vous fassiez même du tirage, on en parlera dans la vidéo suivante. Par contre, la haute résolution vous donne un avantage. C'est l'avantage vraiment de pouvoir cropper dans votre image. Le crop, c'est tout simplement la capacité à recadrer dans une image. Ici, par exemple, c'est une photo qui a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. C'est la version non retouchée de cette photo-là. Et cette photo-là, elle avait été prise avec un Sony A7R III avec le 200-600 mm. Sony A7R III, c'est un capteur de 45 millions de pixels. C'est une photo qui, sur le terrain, je vous montre la version normale, elle avait été prise comme ça. Donc c'est une photo qui est issue d'un énorme crop. Comme vous pouvez voir, je ne garde qu'une toute petite portion de mon image. Et cette photo-là, j'ai pu en faire un tirage que vous voyez ici en l'occurrence, même si c'est un petit tirage. J'ai pu en faire des tirages un peu plus gros, j'ai pu la poster sur les réseaux sociaux, je sais que certains l'ont mis en fond d'écran de leur iPad. Bref, cette photo-là, elle a pu avoir une vie numérique. Et c'est possible uniquement parce que ici, regardez,
je peux encore zoomer. Pour l'afficher à 100%, ici, je suis encore capable de zoomer. C'est-à-dire qu'il me reste suffisamment de mégapixels après le recadrage pour que le fichier soit encore viable. C'est une photo de 8,7 millions de pixels après recadrage. Donc j'avais 45 millions de pixels, je recadre très très fortement et il me reste toujours 8 mégapixels. Et ces 8 mégapixels, ben c'est ce que je vous disais, ils vont être suffisants pour remplir en plein écran l'écran de mon MacBook Pro, un écran 4K et un écran 1080p. En l'occurrence ici, cette photo, ben, moi effectivement, je suis arrivé, j'avais un 1635 et je trouve que j'ai pas pu me rapprocher assez près. Donc je décide de recadrer ma photo comme ça. Donc je fais un crop, comme vous pouvez voir, qui est assez extrême. Parce que finalement, ben, j'ai changé d'avis, j'avais pas le bon zoom, je garde que cette portion-là qui me paraît plus équilibrée par rapport à la règle des tiers et compagnie. Et là, ça va être une autre histoire. Ça va être une autre histoire parce que, ben, à partir du moment où j'ai pris la photo à 12 millions de pixels, en plein écran, c'était pas grave. Mais dès que je ne garde qu'une petite portion, il ne va pas me rester énormément de pixels. Il ne me reste que 3,7 mégapixels. Et 3,7, ben, c'est devenu insuffisant pour absolument tous les moniteurs. C'est insuffisant pour des 4K et c'est même insuffisant pour mon portable. C'est insuffisant. Donc ça veut dire que ici, si je le mets en plein écran, ben, je sens que la photo est un peu floue. Parce que la photo, elle a dû être agrandie et je sens réellement que c'est une photo qui n'est pas qualitative. La même chose faite avec un A7 III, 24 millions de pixels. J'ai une photo où je ne vois même pas que j'ai été recadré. Franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Sur le Fuji X-T4, pareil, je ne vois pas grand-chose. J'ai eu beau faire un crop extrême, je trouve que ce que je vois en plein écran est suffisant. Et alors évidemment, je ne parle même pas des tailles supérieures. On s'en doute, sur du 45 millions de pixels ou encore pire, sur du 61 millions de pixels, ma photo reste très qualitative et je peux l'utiliser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en plein écran. Et le luxe, c'est qu'à partir de 61 millions de pixels, une fois recadré, il me reste toujours 19 mégapixels une fois recadré. Et ça, c'est un luxe vraiment que beaucoup de photographes adorent. Mais attention, ici, moi, j'estime que, grosso modo, pour avoir de la flexibilité et pour pouvoir utiliser votre image à peu près sur tous les supports, il faut environ 12 millions de pixels. C'est à peu près la taille que j'estime nécessaire pour vraiment avoir aucune contrainte. Ça veut dire que si vous avez un capteur de 12 millions de pixels, vous avez à peu près aucune capacité de recadrage. Si vous avez un capteur de 24 ou 26 millions de pixels, je trouve que vous avez déjà une marge de manœuvre qui est correcte. Sincèrement, pour faire ce recadrage-là, qui déjà est quand même un gros recadrage, hein, bah finalement, je me rends compte qu'en partant de 24 millions de pixels, bah je finis toujours avec 8 millions de pixels. 8 millions de pixels, ça continue de faire une utilisation qui est supérieure à un écran 4K. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ensuite, évidemment, si vous avez du 45 millions de pixels, bah là, vous avez une vraie marge de manœuvre. C'est-à-dire que même si vous décidez de recadrer très fortement votre photo, bah vous allez toujours avoir au moins entre 15 et 20 millions de pixels restants. Donc c'est vraiment confortable. 61 millions de pixels, j'en parle même pas. 61 millions de pixels, ça veut dire que vous prenez une photo en paysage, vous décidez finalement de changer l'orientation et de faire un recadrage en portrait, et il vous reste toujours 26 millions de pixels. C'est absolument énorme, et ça vous donne une capacité de recadrage dingue sur le terrain. Et en parlant de terrain, j'accompagnais un groupe en Camargue encore ce week-end. C'est une photo que j'ai prise au X-T4 170 mm. Et on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas comment vont partir les chevaux, à quelle vitesse. On ne maîtrise pas s'ils vont rester groupés, s'ils vont se séparer. Et donc, on est obligé de cadrer un peu large. Et c'est une photo qui me plaît bien. J'aime notamment le mouvement de la vague ici. J'aime bien la façon dont les chevaux sont quand même assez séparés. On voit bien les têtes, on voit les éclaboussures. Mais probablement que ce cadrage-là ne me plaît pas. Donc, c'est une photo probablement que j'ai envie de recadrer un peu comme ça. Elle n'est pas retouchée, hein. Elle est juste recadrée. Le problème, c'est que je pars de 26 millions de pixels et qu'ici, il ne m'en reste plus que 8,1 millions de pixels. Suffisant pour la plupart des usages numériques, mais de plus en plus limite. Et c'est pour ça que finalement, avoir cette capacité à recadrer, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant ici aussi avec ce sujet d'animalier. En général, en animalier, on cadre comme on peut, hein. Il faut déjà arriver à suivre l'oiseau. Et donc,
avoir la capacité de recadrer et donc des mégapixels, c'est intéressant. Une autre scène sur des étalons, ici je suis en paysage et bon, ça joue, le paysage fait sens hein, sur cette photo-là. Et puis au fur et à mesure, ça finit par s'emballer et ils finissent par se lever. Alors évidemment, j'aurais aimé avoir la présence d'esprit de zoomer, de recadrer comme il faut, de passer en portrait. Mais enfin, sur le terrain, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué à faire que ce qu'on peut imaginer quand on regarde tranquillement derrière son ordinateur. Et donc ici, évidemment, c'est une photo probablement que je vais recadrer en portrait, je ne sais pas, dans un format 4/5e peut-être, quelque chose comme ça. C'est une photo probablement qui va sortir un peu comme ça. Le problème, c'est que si j'ai pas beaucoup de mégapixels à la base, pour faire un recadrage comme ça et passer du paysage au portrait, vous avez besoin de pas mal de mégapixels à la source. Ici, en l'occurrence, il me reste 11,7 mégapixels après recadrage, alors que je suis parti de 45 millions de pixels. Donc, les mégapixels, ça aide à varier les compositions et à pouvoir recadrer sans perdre en qualité. Encore un autre exemple, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un des cavaliers me fonce dessus alors qu'il accompagnait les chevaux qui étaient au milieu. Hein. Et c'est finalement ce cavalier-là qui a attiré mon regard. Peut-être que j'avais à avoir envie de recadrer. Et là encore une fois, on est sur le terrain, on est dans l'action et on a du mal à ajuster. Alors évidemment, si vous êtes sur du paysage, vous pouvez toujours opter à dire j'aurai toujours la bonne focale, j'aurai jamais besoin de recadrer et ça va sûrement marcher. Mais si vous faites des scènes qui sont dynamiques, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas toujours la bonne focale, on n'a pas toujours la bonne orientation, on n'a pas toujours le bon cadrage. Et à ce moment-là, la haute résolution vient vraiment beaucoup vous aider. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros avantage de la haute résolution, votre capacité à recadrer. Alors certains post-traitements, comme le perspective blending et d'autres, tout ce qui a trait finalement au redimensionnement, c'est pareil, vous avez plus de marge de manœuvre avec un fichier à haute résolution qu'avec un fichier un peu plus petit. Une autre utilisation que je vois du Sony A7R IV et de ses 61 millions de pixels que je vois parmi vous, c'est que certains décident que c'est des photographes qui sont faits pour le voyage, pour partir plus léger en définitive. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette capacité de recadrage en décidant d'avoir des objectifs avec un niveau de zoom point prononcé, mais qui vont zoomer en contrepartie à l'intérieur de la photo. C'est-à-dire qu'ils font des photos de 61 millions de pixels tout en sachant qu'ils ne vont regarder par exemple que 20 millions de pixels. C'est un luxe, le fait de partir avec moins d'objectifs, un sac plus léger. Par exemple, je vois certains photographes qui partent avec un 24-240 ou un 24-105. Et ces objectifs-là, en une seule touche, ils passent ce qu'on appelle en mode APS-C, c'est-à-dire dans un mode dans lequel il y a un crop sur le capteur, crop de 1.5. Et en l'occurrence, sur du 61 millions de pixels, vous avez un crop de 26 millions de pixels. C'est-à-dire que j'appuie sur un bouton que j'ai programmé et je fais des photos de 26 millions de pixels et j'ai un niveau de zoom supplémentaire sur ma photo que je n'ai pas sur un capteur standard. Et en définitive, au lieu d'avoir pris plusieurs objectifs, j'utilise la capacité, la haute résolution de mon capteur pour zoomer encore un peu plus et alléger le poids de mon sac. Attention quand même, pour être capable de remplir un capteur de 61 millions de pixels ou de 45 millions de pixels, vous allez avoir besoin d'objectifs qualitatifs. Il ne va être pas possible de mettre des objectifs bas de gamme ou moyen de gamme sur un capteur comme ça, puisque vous avez beau avoir un capteur de 61 millions de pixels, il faut un objectif qui est capable de délivrer 61 millions de pixels. Donc il va falloir être attentif et sérieux dans le choix de votre objectif pour savoir si c'est un objectif qui arrive à distribuer autant de résolution sur le capteur. Parce que sinon, vous allez juste avoir une purée de poids. Donc, ces capteurs de 46 millions de pixels, ils vous offrent des avantages de post-traitement, des avantages de recadrage, mais ils ont aussi des contraintes. C'est exactement la même chose que ce que je vous expliquais sur la vidéo, sur la qualité de la 4K qui dépend de la résolution de votre capteur à l'origine. Ici, c'est un peu la même chose. Si vous avez 61 millions de pixels, votre appareil photo, il va écrire des photos de 61 millions de pixels. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir des fichiers qui vont être très volumineux. Donc, il va vous falloir des cartes SD très volumineuses. Il va vous falloir des espaces de stockage sur votre ordinateur parce que la photo va passer de la carte SD à l'ordinateur. Il va falloir des disques durs beaucoup plus gros aussi. Et il va vous falloir aussi faire probablement des compromis sur l'autofocus. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir un autofocus qui va avoir une rafale un peu moins importante sur un capteur de 61 millions de pixels que sur un capteur de 20 millions de pixels. Vous allez probablement avoir un tout petit peu moins de dynamique.
vous allez probablement avoir un buffer, c'est-à-dire une longueur de rafale moins importante sur un capteur à haute résolution que sur un capteur à résolution standard. Puisque le buffer, il va être rempli de photos de 61 millions de pixels au lieu d'être rempli de photos de 24 millions de pixels. Forcément, il va pouvoir en mettre moins. On arrive au bout de cette longue vidéo sur la haute résolution. J'espère qu'elle vous a aidé à répondre. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça se voit? Quelles sont les contraintes de la haute résolution? Si c'est le cas, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous et de parler de ce sujet qui est passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est une nouvelle chaîne, vous n'êtes pas sur les guides ici. Donc sur Damien Bernal, cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas. C'est extrêmement important pour les créateurs de vidéos comme moi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!